Bonjour tout le monde et bienvenue sur Dorénavant, la chaîne qui vous aide à intégrer l'or à votre patrimoine. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on va précisément parler de patrimoine. Et oui, avant d'avoir une stratégie spécifique à l'or ou aux métaux précieux, il faut bien comprendre comment l'or va trouver sa place dans cet ensemble plus large. Qu'est-ce que ça veut dire le mot patrimoine concrètement? Comment est-ce qu'on le calcule? Quelle forme est-ce qu'il peut prendre? De quoi est-ce qu'il peut être composé? Comment est-ce qu'on le fait grossir en réduisant les risques? Ce sujet est tellement important que j'y consacrerai plusieurs vidéos. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, ça m'aidera à écrire la suite. Il y a beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui, alors on y va. Bonne nouvelle, vous qui regardez cette vidéo, vous avez un patrimoine, même si vous n'y avez jamais pensé comme ça. Pour faire court, votre patrimoine brut, c'est la somme de tout ce que vous possédez. Pour obtenir le patrimoine net, vous retirez juste les dettes. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un exemple concret. Dans mes vidéos, quand je parle d'un montant de patrimoine, d'un pourcentage de patrimoine, c'est toujours du net que je parle. Si vous avez 100 000 euros de patrimoine net et que vous voulez 10% d'or dedans, eh ben ça fait 10 000 euros d'or à acheter. Simple. La première étape de l'étude de son patrimoine, bien avant de définir une quelconque stratégie, c'est de connaître sa taille. C'est très simple et on va prendre un exemple. Première ligne, mon appartement vaut 270 000 euros, mais il me reste 200 000 euros à rembourser. Donc je marque la différence, 70 000 euros. J'ai aussi fait un investissement locatif pour 120 000 euros, mais il me reste 100 000 euros de capital restant dû, donc il n'y a que 20 000 euros de valeur nette. Sur mon compte bancaire, j'ai 6 000 euros, mais j'ai un crédit conso de 1 000 euros. Du coup, je n'écris que 5 000. J'ai aussi 10 000 euros sur mon livret A, 2 000 euros d'or, 1 000 euros de bitcoin, 7 000 euros d'actions sur mon PEA et 12 000 euros de fonds euros sur mon assurance vie. Je fais la somme, ça donne 127 000 euros. C'est mon patrimoine net dans l'exemple. Au fait, il y a des comparateurs dont je vous mets un lien en description qui vous permettront de voir un peu comment vous vous situez en France si ça vous amuse. Dans mon exemple, 58% des Français ont un patrimoine net inférieur au mien. Calculez votre patrimoine précisément. C'est la première étape. Vous ferez ce calcul une fois par an, par exemple, et vous verrez comment il évolue. Bon, maintenant, on va attaquer les choses sérieuses. Dans un patrimoine équilibré, on trouve plusieurs classes d'actifs. Qu'est-ce que c'est qu'une classe d'actifs? Alors, je vous rassure, vous le savez déjà, même si vous n'avez jamais entendu ce mot. Un actif, pour faire court, c'est un truc qu'on peut échanger, acheter, vendre, et qui a une valeur économique significative. Par exemple, un immeuble, c'est un actif. L'argent qui est sur votre compte en banque, c'est un actif aussi. Par contre, une branche de céleri, un sac à main ou une console de jeu, ça n'a pas une valeur économique significative. Donc ça ne compte pas à l'échelle d'un patrimoine. Une classe d'actifs, maintenant, c'est un regroupement d'actifs qui se ressemblent. Et c'est là que vous savez déjà tout. Si j'ai une maison, 2 immeubles, un local commercial, un bout de forêt et un terrain à bâtir, la classe d'actifs, ce qui est commun à tout ça, c'est l'immobilier, bien entendu. L'immobilier est une classe d'actifs incontournable dans un patrimoine. Si je possède 10 actions totales, 2 actions Apple, 3 parts d'ETF Monde, la classe d'actifs, c'est les actions. On a vu l'immobilier, facile. Les actions, qui sont des petits morceaux d'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut posséder des obligations, autrement dit, des petits morceaux de dette. Cette dette peut être émise par une entreprise ou par un État. On va trouver du cash aussi. L'argent, c'est une classe d'actifs à part entière. Elle occupe même une position centrale dans tout patrimoine. Une vidéo sur ma chaîne où on ne parlerait pas d'or, ça n'irait pas du tout. Les métaux précieux constituent une classe d'actifs. On aura de l'or qu'on pourra par exemple diversifier avec de l'argent métal. Et puis il y a des choses un petit peu plus exotiques, comme les crypto-monnaies, l'art, les voitures de collection, le vin et j'en passe. Cash, immobilier, actions, obligations, or et un peu de ce qui vous fait plaisir pour couronner le tout, voilà à quoi pourrait un jour ressembler votre patrimoine. Est-ce que vous aviez déjà envisagé les choses comme ça? Peut-être pas. En tout cas, pour moi, ça a été un déclic. Mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi s'embêter avec tout ça? Pourquoi rechercher une forme d'équilibre à travers la diversification? Pourquoi ne pas faire plus simple avec juste un livret A et sa résidence principale, par exemple? Avoir un patrimoine diversifié, ça permet de le faire grossir plus rapidement et en prenant moins de risques. C'est paradoxal, mais c'est vrai, donc j'explique. Si je n'ai qu'une seule classe d'actifs, je la subis. Si je n'ai que du cash, je subis l'inflation. Si je n'ai que de l'immobilier, je suis tributaire des variations du marché et j'ai le bec dans l'eau dès qu'il y a des travaux à payer. Ah oui, si j'ai que de l'immobilier. Si je n'ai que des actions, je peux me réveiller un matin avec moins 40%, etc., etc. Si maintenant, au lieu d'une classe d'actifs, j'en ai deux dans mon patrimoine,
je vais pouvoir faire bouger l'argent d'une classe à l'autre, d'une poche à l'autre de mon patrimoine. Avec du cash et des actions, je peux optimiser ma présence dans les cycles boursiers. Avec du cash et de l'immobilier, je peux saisir des opportunités quand elles se présentent et je peux vendre si j'en ai l'occasion. Eh bien, sachez que quand on a toutes les classes d'actifs dont je vous ai parlé, les possibilités sont encore plus intéressantes. C'est notamment dû au fait que les classes d'actifs sont décorrélées entre elles. Ça veut dire que tout ne monte pas en même temps et tout ne baisse pas en même temps. C'est comme si vous étiez face à plusieurs pistons dont le mouvement était aléatoire. Certains montent, d'autres descendent. On n'est pas ici en train d'essayer de prédire leur mouvement individuellement. On n'a pas de boule de cristal. On sait simplement que certains sont reliés entre eux par une sorte de logique. Non seulement ça diminue la volatilité globale de votre patrimoine, et ça vous évite quelques sueurs froides, mais ça ouvre la porte à quelque chose de formidable, les arbitrages. Arbitrage, c'est encore un mot impressionnant, mais qui désigne une réalité toute simple. C'est le mécanisme automatique, la règle que vous allez vous imposer. Tous les ans, par exemple, vous allez vendre un peu de ce qui a bien marché pour acheter plus de ce qui a moins bien marché. Je simplifie évidemment, mais l'idée générale est là. Exemple, j'ai décidé d'avoir 20% d'actions dans mon patrimoine. C'est le cas cette année. 12 mois s'écoulent, je refais le point, et je me rends compte que comme les actions ont pris de la valeur, alors ma poche action représente maintenant 23% de mon patrimoine. A l'inverse, je voulais 7% d'or, mais comme l'or a baissé dans mon exemple, il ne représente plus que 5% de mon patrimoine. Dans ce cas, lors de mon arbitrage annuel, je vais vendre un petit peu d'actions et avec l'argent, je vais acheter un petit peu d'or. Comme ça, je rétablis les proportions que je m'étais fixées. Et l'année prochaine, je ferai peut-être l'inverse si nécessaire. De cette façon, mécaniquement, automatiquement, j'aurai toujours tendance à vendre plutôt haut et à racheter plutôt bas. Je ne vendrai jamais au plus haut, je n'achèterai jamais au plus bas, mais c'est pas grave. Je ne subis plus mon exposition aux classes d'actifs, je l'utilise à la place. Cette exposition diversifiée, elle réduit mon risque et elle fait croître mon patrimoine plus rapidement. Si j'ai des billes un petit peu partout, dans toutes les classes d'actifs, alors quand un piston descend, quand quelque chose perd de la valeur, je suis certain qu'un autre piston, ou plusieurs, sont en train de monter. L'inflation, c'est bien connu, elle vient grignoter la valeur du cash. Très bien, disons que j'ai 20% de cash dans mon patrimoine, 20% qui subissent l'inflation. On sait aussi que l'inflation déplace la valeur vers les actifs de qualité. Donc, si 20% de mon patrimoine perd effectivement de la valeur, les 80% restants en gagnent. Plutôt pas mal, non? C'est qu'un exemple, bien sûr. J'y reviendrai longuement, mais la composition idéale de votre patrimoine, elle dépend d'abord et avant tout des objectifs de vie que vous avez. On peut tout à fait imaginer un patrimoine sans action pour quelqu'un d'âgé qui ne souhaite plus s'exposer à ce risque, en particulier parce qu'il a d'autres besoins. Dans mes vidéos, j'essaierai de rester assez général et donc d'inclure autant que possible toutes les classes d'actifs. Sachez simplement que ce n'est pas une obligation. Ce que j'aimerais aborder ensuite, c'est le rôle multiple et souvent ignoré des différents actifs. Et il y a du boulot, donc ce sera pour la prochaine fois, désolé. Tous les chiffres que j'ai donnés dans cette vidéo sont arbitraires et en aucun cas des conseils en investissement. Dorénavant, vous en savez davantage sur votre patrimoine et la forme que vous allez pouvoir lui donner. Voici 2 suggestions de contenu qui vont vous intéresser. On se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.